je vais faire une couple d'extraits d'une auteure qui a un peu alimenté ma réflexion de ce matin, qui s'appelle Martha Nussbaum. On va l'identifier comme ça. En français, c'était donc sorti en français cet automne. Ça s'appelle Les émotions démocratiques. Comment former le citoyen du 21e siècle. C'est une philosophe politique là, américaine qui est assez connue. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le titre en anglais. Alors, le titre original, c'est Not for Profit, Why Democracy Needs the Humanities. Alors, donc, pourquoi la démocratie a besoin des sciences humaines et des arts et de la culture pour, je dirais, pour que ce soit vraiment et véritablement une société démocratique. Alors, c'est un petit peu ça. On va aller la revoir dans une couple de minutes. On va lire des petits bouts. Ben, écoutez, je reprends quelque chose que Daniel vient de dire sur, le savoir, c'est quelque chose qui nous donne, qui ferait baisser l'angoisse, l'anxiété. Moi, j'en conviens, en autant qu'on ait des espaces pour agir. Alors, je crois qu'à partir du moment où quand on est conscient et qu'on comprend certaines choses et qu'on est dans l'incapacité, où on a le sentiment d'impuissance de ne pouvoir agir sur ces choses, je crois qu'au contraire, notre anxiété grandit. Ou l'autre option, c'est vraiment de mettre la tête dans l'autruche, pour parler comme un député de la merveilleuse CAQ, et je veux dire, et donc de ne pas s'en préoccuper. Et moi, je crois qu'il est de notre, je dirais à tous, notre rôle à partir du moment où on est dans une université et qu'on veut étudier dans une profession qui va mener à aider les gens et à agir avec les gens. Je pense qu'il est dans notre, en quelque part, je vais vous dire le mot, de notre devoir, de trouver avec d'autres des pistes pour agir. Je veux dire, et défaire un peu ces nœuds comme tels. Alors donc, c'est mon point, ma prémisse de départ. Ce que je dirais, c'est que l'université, si on parlait, c'est quoi l'enjeu pour l'université? Ça a été déjà assez bien décrit par les collègues, et c'est évident que cette université est de plus en plus une université où on ramincie la zone de savoir général et on tente de nous former, de vous former comme des ressources. Alors ça, c'est un fameux terme que Ricardo Petrella a utilisé déjà. Je veux dire, les ressources humaines, je veux dire, et c'est un thème à la mode aussi pour faire l'analyse des questions jeunesse, des politiques jeunesse, de sortir d'une logique de risque et de parler maintenant que les jeunes ont des ressources, sont des compétences. Et moi, je pense qu'on glisse vers quelque chose qui est aussi bien été identifié comme étant extrêmement dangereux. Ça veut dire, dans le fond, nous serons plus tard, un peu comme les ressources du plan Nord, des ressources humaines qu'on pourra éventuellement exploiter à peu de frais, peut-être. Je veux dire, en tirer peu pour la société, dans la mesure où on n'est pas des êtres humains en action dans une profession, un art, un métier. J'aime bien le mot métier parfois pour parler des choses qu'on peut faire parce que ça donne un côté plus tangible aux choses. Et évidemment comme citoyen également. Et ça, parce que je pense qu'on est toujours en quelque part des citoyens, même quand on a le chapeau d'un professionnel, d'un travailleur social ou d'un professeur. En tout cas, il y a un banquier qui écrit des livres comme « Réussir dans la vie » qui se dit tout le temps citoyen. Alors moi, je me dis, on peut l'employer s'il le dit. Cela dit, donc, cet élément-là est important. L'autre élément, donc, si on ne veut pas que les universités ne deviennent que des lieux qui sont déjà beaucoup trop et qui menacent le travail social, selon moi, des lieux où on va instrumentaliser la formation, les étudiants vont nous réclamer de plus en plus de techniques, ce que vous faites déjà, le vous étant pas vous individuellement, bien sûr, mais le vous général de l'aura des étudiants en travail social. Je veux dire, parce que c'est souvent ce que les milieux d'intervention demandent. Je crois que s'il faut être quand même capable, comme je dirais, de changer l'huile dans une auto, il faut aussi être capable de comprendre l'ensemble de ce qui, la mécanique globale qui produit quelque chose et qui peut faire défaut, ce qui manque souvent de toute façon dans les formations, dans les regards que les gens posent après qu'ils aient appris un métier. Et c'est un peu ce que cet auteur-là nous dit, c'est avons-nous ou donnons-nous dans l'université une formation qui permette
de voir la complexité et la globalité. Alors, je vous lis un petit passage. La citoyenneté du monde, et donc le lien avec la citoyenneté est clair, a-t-elle vraiment besoin des humanités? Elle demande beaucoup de connaissances factuelles et les étudiants peuvent les acquérir sans éducation humaniste. Mais une citoyenneté responsable exige cependant davantage, à savoir la capacité à évaluer les preuves historiques, à utiliser de manière critique les principes économiques, à évaluer les descriptions de la justice sociale, à parler une langue étrangère, à apprécier les complexités des principales religions du monde, etc. Donc, on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on intervient sans avoir embrassé un peu ces multiples composantes et avoir un regard qui n'est pas que celui, par exemple, ethnocentrique de l'homme, on va reprendre l'idée de Maria, de l'homme blanc nord-américain qui domine une partie du savoir et des orientations. En tout cas, sur la finance, c'est très clair que l'homme blanc nord-américain, non mais je pensais à DSK, là aussi, européen, je veux dire, domine beaucoup. Non, mais je sais que je vous fais rire un petit peu, mais pensez-y quand même, hein, c'était le patron du Fonds monétaire international. Alors, c'est quand même troublant un peu, hein? Je veux dire, bon, alors, d'une certaine façon, donc, cette façon de penser domine et alors qu'on devrait, à travers, entre autres, l'université, avoir l'espace de comprendre et de connaître autre chose et d'être en confronté à ces autres choses-là. Alors, je pense que ça, donc, ça demeure essentiel, qu'on s'ouvre à ça. Montréal, heureusement, est une ville qui le permet, mais donc, si l'université ne le permet pas toujours en soi, c'est aller ailleurs, rencontrer d'autres mondes, descendre sur le terrain, aller dans des pratiques, dans des milieux pour aborder ces questions-là. Alors, troisième élément, puis je ne sais plus trop si c'est le troisième, mais l'autre élément, c'est de revenir sur un petit peu plus, d'affronter un petit peu plus la question de comment on peut le faire, et entre autres, ça va rejoindre la question sur la mobilisation, qui était comment on peut mobiliser mieux, comment on peut mobiliser autrement. Et ça a été posé par François, cette question-là. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps. On ne peut pas, c'est sûr, dans une grève, avoir tout le temps. Il y a un moment donné, il y a un registre du temps qui bouge beaucoup, mais moi, je pense qu'il faut essentiellement prendre le temps pour parler, échanger, ouvrir les espaces de discussion comme on peut le faire aujourd'hui, ouvrir les espaces d'échange et se permettre d'écouter les différentes opinions, ne pas se laisser enfermer dans une logique ou dans une rhétorique qui fermerait la porte à tout doute, à tout questionnement qui, me semble, sont à la base d'une société démocratique. Alors, une mobilisation, à mon point de vue, vraiment réussie et qui pourrait ouvrir à d'autres mondes serait une mobilisation qui laisserait l'espace pour que ces doutes soient exprimés, argumentés et éventuellement déstabilisés par une contre-argumentation qui, elle le dit elle-même, avec la dimension émotionnelle, parce que la dimension émotionnelle n'est pas sortable de ce contexte-là, où les gens peuvent se dire « pourquoi j'irais, ça me touche, j'ai peur de mon avenir », c'est des doutes raisonnables. Je pense qu'il faut laisser cet espace-là. Deuxième petit extrait, je n'ai pas vu le 2 minutes apparaître, alors j'ai encore un petit peu de temps, mais on ne devrait pas être trop loin. Mais Marie-André travaille pour moi bientôt dans une recherche, alors j'ose espérer qu'elle me donnera 1 minute de plus. Alors, et l'élément qui est intéressant, non, elle va me couper. Alors, c'est la question, l'auteur aborde la question de la culture politique. Et ça, je pense que c'est super intéressant parce qu'au Québec, je considère, on dit souvent, on n'a pas de culture politique. Et à mon point de vue, la culture politique passe aussi par l'université et les apprentissages qu'on peut y faire, autant dans les débats qu'on peut avoir sur des auteurs que dans des rencontres comme celle d'aujourd'hui. Alors, donc, comme nous l'avons vu, les êtres humains ont tendance à obéir à la fois à l'autorité et à la pression des pairs pour prévenir les atrocités, et donc historiques, entre autres, on en connaît plusieurs, je veux dire, et créer une culture qui permet le désaccord individuel. Je veux dire, il faut que dans son groupe, que lorsqu'une seule personne dans un groupe défendait la vérité, d'autres suivaient, une seule voix critique, par contre, peut entraîner d'importantes conséquences. Donc, souligner l'importance de la voix active de chaque personne est aussi une manière de promouvoir une culture de la responsabilité. Lorsque les gens se considèrent comme responsables de leurs idées, ils sont également plus susceptibles d'assumer la responsabilité de leurs actes.
Alors, c'est essentiellement cet argument-là qui peut permettre de développer une pensée critique et une pensée responsable. L'idée que l'on assume la responsabilité de son propre raisonnement et l'échange d'idées avec d'autres dans une atmosphère de respect mutuel pour la raison, avec les émotions, sont des éléments essentiels pour la résolution des différences, à la fois au sein d'un pays, d'un monde, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est, dans le fond, pour être la citoyenneté, la culture politique sont des éléments qui sont nécessaires de mettre en place et de, je dirais, d'affronter autant dans l'université que dans notre vie au travail qui va s'en suivre. On ne peut pas, on est d'abord des citoyens comme du monde et de communautés et de sociétés. Je pense d'abord des citoyens du monde. Et on doit se questionner sur ce qu'on en pense. On doit mettre nos idées de l'avant. On doit accepter que ça se fasse avec d'autres. Et il y en est de notre responsabilité. Ne pas croire en ça, c'est comme un petit peu se déliter de la vie sociale, se sortir des débats et, je dirais, ne pas peut-être pas affronter notre responsabilité qui est d'être, qui savons quand même qu'il y a des choses qui ne marchent pas, puis qui devraient marcher ou fonctionner autrement dans ce qui se passe aujourd'hui. Et là, je n'ai pas besoin de vous citer ce qui ne marche pas à Ottawa avec un gouvernement d'extrême, etc. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a à dire et à faire comme gens qui savent et qui ont des connaissances et qui peuvent délibérer et discuter ensemble. Donc, prenez le temps de convaincre aussi dans cette lutte-là, parce que ce n'est pas tout le monde qui est totalement prêt, mais il y a de l'espace pour aller chercher beaucoup d'autres mondes sans une argumentation écoute, tu n'as pas raison, c'est de droite, etc. Il y en a sûrement quelques-uns de droite qui circulent, mais la majorité ont des grands doutes et des questions angoissantes et émotives qu'il faut aborder avec eux. Je termine simplement en vous lisant un poème. Je considère que c'est intéressant, justement, d'oser en travail social, d'amener un peu plus les arts et la culture dans le décor et dans la vie comme citoyen. C'est Michel X Côté, ça c'est récent, ça s'appelle « La cafétéria du Pentagone ». Et c'est un auteur, entre autres, qui a travaillé avec Richard Desjardins. Vous ne serez pas nécessairement surpris de ça. C'est court. Le poème s'intitule « Caution » et elle dit simplement ceci. « À ciel ouvert, open bar ». Les lettres plaquées or du nom usurpé de leur raison sociale, brandies comme une caution, barrent le ciel bas d'un bord à l'autre de l'horizon. Paraphes mortifères, ratures toxiques sur la chair à vif du dernier matin clair. Merci.